Au début de l'année 2020, après 10 mois de travaux de rénovation et de réaménagement, le Louvre a rouvert la galerie d'Apollon. Cette galerie abrite une collection tout à fait exceptionnelle, celle des diamants de la couronne, et j'ai été reçue par Anne Dion-Tenenbaum, conservateur général en charge des collections du 19e siècle du département des objets d'art au musée du Louvre, pour évoquer l'histoire de cette collection. Alors il y a bien sûr pléthore d'anecdotes autour des diamants de la couronne, on pourrait en parler pendant des heures. Ici, on va s'arrêter sur 3 joyaux en particulier. Le rubis Côte de Bretagne, c'est le plus ancien qui demeure dans la collection. Le bleu de France, qui est celui qui aura la destinée la plus romanesque. Le plus prestigieux, le Régent, qui reste encore aujourd'hui un des plus beaux diamants au monde. Mais avant toute chose, revenons un peu sur cette collection. Que sont les diamants de la couronne ? Il s'agit d'un trésor qui a été fondé par François Ier et qui va être enrichi au fil des siècles par les souverains français. Aujourd'hui, il existe de nombreux bijoux dans cette collection, notamment de nombreuses parures du style Second Empire, car c'est à cette époque que les diamants de la couronne ont pour la dernière fois été portés par les souverains français. Mais on pourrait tout à fait imaginer, si on vivait encore sous un régime monarchique, que les pierres soient encore assemblées différemment aujourd'hui dans des parures au goût du jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'initialement, la collection des diamants de la couronne, c'est un stock de pierres qui, au fil des siècles et des volontés des souverains qui en auront l'usage, vont être montées, démontées, serties, assemblées en différentes parures au gré des modes. Alors l'idée, c'est bien sûr de former des objets d'apparat tout à fait prestigieux. Ce ne sont pas du tout des objets du quotidien, mais des accessoires d'un grand luxe qu'on va sortir pour des occasions spéciales, comme des mariages par exemple, des sacres ou des réceptions d'ambassadeurs. Ce trésor, il a une particularité, c'est qu'il est rattaché à la couronne de France et qu'il est à ce titre inaliénable. C'est-à-dire que les souverains en ont l'usufruit, mais qu'ils ne le possèdent jamais et ne peuvent pas le léguer à leurs héritiers. Alors pourtant, au fil des siècles, on va se rendre compte que ce caractère inaliénable, il est très discutable, et assez vite pendant les guerres de religion qui vont sévir jusqu'au XVIe siècle et qui prendront fin en 1598 avec l'édit de Nantes signé par Henri IV, les pierres vont être mises en gage, par exemple pour financer des prêts. Ces joyaux seront également aliénés dans leur intégrité, puisqu'en fonction des modes, au-delà d'être assemblés ou sertis, ils vont carrément être retaillés. L'un des exemples le plus flagrant, c'est la Côte de Bretagne, qui est aussi le joyau le plus ancien de cette collection. La Côte de Bretagne, c'est une pierre rouge rosée qu'on appelait autrefois un rubis balai. Et aujourd'hui, en minéralogie, on appelle ça de façon plus précise une spinelle. Cette pierre, elle fait partie des 8 premières qui ont permis à François Ier de fonder cette collection en 1530. Alors c'est déjà très ancien, mais on peut encore remonter dans l'histoire du bijou, puisque François Ier tient cette pierre de sa première épouse, Claude de France, qui elle-même la tient de sa mère Anne de Bretagne, qui elle-même la tient de sa mère Marguerite de Foix, duchesse de Bretagne, au XVe siècle. À l'époque, on ne taille pas encore les pierres, on les polit, c'est donc ce qu'on appelle un cabochon. On sait que dès 1530, elle est montée sous forme de pendentif, et pour l'accession au trône de François II et de son épouse Marie Stuart, la spinelle sera sertie telle qu'elle dans une nouvelle monture triangulaire ornée de 15 perles. Bon, visiblement, ça ne leur a pas porté chance puisque François II va périr après seulement 1 an et demi de règne. Cette pierre sera mise en gage en 1580 et récupérée seulement 90 ans plus tard par Louis XIV. Donc là, on constate bien une première entorse à la particularité imprescriptible du trésor. Mais c'est surtout sous Louis XV que la pierre sera aliénée dans son intégrité, puisque le roi va la confier à un lapidaire du nom de Jacques Gay, et on pense qu'à cette occasion, elle a perdu quand même près de la moitié de sa taille. Gay va en effet retailler la pierre sous la forme d'un dragon, c'est la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, et c'est sous cette apparence que la pierre va être intégrée à l'insigne de la toison d'or de Louis XV. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit toison d'or, ça convoque un imaginaire populaire et merveilleux, avec le mythe grec de Jason, et jusqu'à Tintin et le mystère de la toison d'or. En fait, l'ordre de la Toison d'Or, c'est un ordre de chevalerie qui est encore en vigueur aujourd'hui en Espagne. Et en France, Louis XV est fait chevalier de la Toison d'Or en 1749. C'est à cette occasion qu'il va commander son insigne au joaillier Jacquemin. Et ce sera ainsi l'opportunité de marier la Côte de Bretagne retaillée au deuxième joyau auquel on va s'intéresser maintenant, le bleu de France, qui est celui qui aura le destin le plus tourmenté. Le bleu de France, c'est un autre joyau tout à fait extraordinaire. Il est acheté par Jean-Baptiste Tavernier, voyageur et marchand, en 1668. L'homme négocie un stock de pierres pour Louis XIV lors d'un voyage en Inde. C'est une pierre exceptionnelle par sa taille, puisqu'elle fait 115,4 carats, ça fait quand même à peu près 23 grammes. Et quand elle arrive à la cour de Louis XIV, elle a déjà une aura légendaire. On dit qu'elle a été dérobée sur une statue de Sita, qui est une déesse hindoue protectrice de l'agriculture,
et que le voleur aurait ensuite été frappé par la foudre à la sortie du temple. Ce joyau tout de suite attire l'attention de Louis XIV qui va acheter cette pierre à Tavernier et la faire tailler. On dit qu'il fait sertir la pierre sur un sceptre en or et s'il fait ça, ça n'est pas juste pour faire joli, c'est encore une façon pour le roi Soleil de faire la démonstration de sa grandeur. Selon François Farge, qui est gémologue au musée d'histoire naturelle, l'or du certi venait se refléter dans le cœur de la pierre sous la forme d'un soleil à 7 branches. Ça scintillait donc dans une pierre de couleur bleue et ça servait bien entendu la gloire de Louis XIV. Alors raconté comme ça donne très envie de voir ce sceptre, mais on n'en aura pas l'occasion puisque Louis XV fait remonter le bleu de France sur l'insigne de la toison d'or. Et on n'aura pas non plus l'occasion de voir cette toison d'or puisqu'elle est dérobée en 1792, on va en reparler tout à l'heure, et que à l'occasion de ce vol, les pierres seront démontées. Suite à cela, on n'a jamais retrouvé le bleu de France. Mais en 1812, soit 20 ans plus tard, ça correspond à peu près au délai de prescription comme par hasard, on a un très beau diamant bleu qui fait son apparition en Grande-Bretagne dans les collections d'un certain Mr. Hope. On ne sait pas très bien si Hope l'a acheté retaillé ou si c'est lui qui l'a fait retailler, mais en tout cas la pierre a changé de forme et ça a aussi modifié d'ailleurs les nuances de bleu, mais ça la rend surtout impossible à identifier. Alors depuis seulement quelques années, on a la certitude qu'il s'agit de la même pierre, car François Farge, encore lui, a fait des calculs et des projections qui démontrent bien que le gabarit du Hope rentre dans celui du bleu de France. Toujours est-il qu'à la mort de Hope en 1839, la pierre est léguée à son petit-neveu. À partir de là, la pierre va passer de main en main, elle sera notamment montée en parure par Cartier avec 45 diamants blancs, mais surtout cette circulation va venir nourrir la soi-disant légende maléfique du diamant, puisque ses propriétaires auraient tour à tour été frappés par le malheur. Son dernier propriétaire, Harry Winston, décide de le doner au Smithsonian, c'est une institution publique américaine qui compte 19 musées, et cette donation va être l'occasion d'un dernier coup d'éclat romanesque pour ce diamant, puisque pour opérer ce don en toute discrétion, Winston va tout simplement envoyer la pierre précieuse par la poste. Aujourd'hui, le Hope dans son état actuel fait 45,5 carats, ça fait environ 9 grammes. Il est exposé au Muséum d'histoire naturelle de Washington, où il draine plusieurs millions de visiteurs chaque année, c'est carrément la Joconde locale. Alors il n'y a malheureusement aucune chance pour que cette pierre reprenne un jour le chemin des collections françaises, mais on a tout de même de quoi se consoler, puisque la France a conservé le diamant le plus précieux de la collection, celui qu'on appelle le Régent. Le Régent a été acquis justement en 1717 par le Régent Philippe d'Orléans pour le tout jeune Louis XV afin de continuer d'enrichir les diamants de la couronne et donc de contribuer à la gloire monarchique. À l'époque, c'est le diamant le plus exceptionnel que le monde occidental ait connu et ça reste encore aujourd'hui l'un des diamants les plus remarquables au monde. Il est remarquable par son poids de 140,6 carats, par sa taille en brillant qui est l'œuvre d'un joaillier britannique nommé Harris qui est au sommet de son art, et il est aussi remarquable par son eau, alors O-E-A-U, c'est-à-dire sa transparence, sa limpidité. Louis XV va d'abord le porter en boutonnière et surtout, il le fera monter sur la face frontale de sa couronne lors de son sacre en 1722. Cette couronne, elle est également toujours dans les collections du Louvre, à ceci près que les pierres aujourd'hui sont des similis qui visent simplement à documenter l'aspect historique de la couronne. Les successeurs de Louis XV seront eux aussi friands de ce diamant. Il est remonté sur la couronne de Louis XVI. Napoléon va le porter sur un glaive qu'il aura pour son sacre, puis il sera démonté, remonté sur son épée, et sous le Second Empire, la pierre est montée successivement sur 2 diadèmes de génie. Donc on voit bien finalement que c'est un diamant qui est exceptionnel par ses qualités intrinsèques, mais aussi parce qu'il a garni les fronts des nombreuses têtes couronnées de l'histoire de France. Aujourd'hui, ce diamant fait toujours partie des collections du Louvre, mais on peut dire qu'il a eu chaud, puisque contrairement au bleu de France, il survit d'une part à l'affaire du vol de 1792, et ensuite à la vente de 1887 qui va voir disséminer ce trésor. On va maintenant revenir sur ces 2 événements qui vont sceller le destin de cette collection. Alors, l'affaire du vol. Cette affaire commence en 1792. Après la chute de Louis XVI, les diamants sont transférés du château de Versailles au garde-meuble, dont l'emplacement correspond aujourd'hui à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Et, une fois par mois, le grand public est autorisé à admirer ces trésors de la monarchie déchue. C'est l'occasion pour un certain Paul Miette de faire du repérage, de se rendre compte que la sécurité mise en place pour protéger les diamants est très insuffisante, et c'est comme ça qu'il initie une sorte de festival de larcin qui va s'orchestrer pendant plusieurs nuits d'affilée en septembre 1792. À cette occasion, le garde-meuble verra passer des dizaines de voleurs sur place, les hommes s'infiltraient par le balcon, qui, une fois qu'on avait passé la balustrade, était relativement à l'abri des regards et permettait donc de pénétrer dans le lieu sans être repéré.
Sauf que la nuit du 16 septembre, les gardes nationaux aperçoivent deux hommes, l'un qui est perché en haut du réverbère proche du balcon en question, et l'autre qui a chuté au pied du réverbère et qui s'est cassé la jambe. L'alerte est ainsi donnée, et quand on va arriver sur place, au milieu des pierreries, on va retrouver des bouteilles d'alcool brisées, des restes de nourriture. Autrement dit, le garde-meuble était devenu un lieu de fête pour les voleurs qui pouvaient célébrer sur place en toute impunité la récolte de leur butin. Et il y avait largement de quoi célébrer puisqu'on estime qu'environ 9000 pierres disparaissent ce jour-là. S'ensuit un procès où ceux qui n'ont ni bijoux à rendre ni complices à dénoncer seront condamnés et on va guillotiner à l'époque 8 personnes. Au passage, on a échafaudé plein d'hypothèses pour savoir à qui profitait vraiment le crime. On a accusé Danton, on a accusé d'Angleterre. On n'a pas vraiment de réponse à cette question, mais il est quand même fort probable que ce soit juste un fait divers. Assez vite, on va remettre la main sur le butin, même si une partie sera disséminée. C'est donc dans ces conditions que va disparaître le bleu de France. Le régent, lui, va être retrouvé en 1793 à Paris, dissimulé dans une charpente. Et quant à la côte de Bretagne, elle va circuler, elle sera rachetée plus tard par Louis XVIII, et c'est seulement à sa mort en 1825 que la côte de Bretagne va réintégrer les diamants de la couronne. D'autres pierres réapparaissent également dans des circonstances encore plus rocambolesques. C'est par exemple l'affaire des diamants d'Abbeville. En 1798, à Abbeville, un menuisier qui porte bien son nom puisqu'il s'appelle Duchesne découvre sous le plancher d'un hôtel en démolition cette pierre très brillante. Sans trop savoir ce que c'est, il les met dans sa poche sans plus se poser de questions. Il en laisse juste une à la servante de l'hôtel pour faire le joli cœur. Quelques jours plus tard, il est employé pour faire des travaux par un avocat chez Maître Poultier qui travaille avec sa nièce Marguerite Voisin. La demoiselle demande au menuisier de planter un clou ça ou là, et quand il fouille dans sa poche au milieu des clous, il en sort les pierres brillantes. Marguerite Voisin se rend bien compte que ces pierres doivent valoir quelque chose, et elle convient avec son oncle d'aller les faire expertiser. C'est là qu'elle les confie à une vieille bijoutière qui s'appelle la veuve Cordonnier. Celle-ci se remémore l'affaire du vol du garde-meuble qui a eu lieu 6 ans plus tôt et lui confirme la valeur des pierres, elle lui en offre 4800 francs. Le menuisier Duchesne est gêné à l'idée de posséder une telle somme, donc il préfère convenir d'obtenir l'équivalent en terrain que lui cède Maître Poultier. On a donc à la fin Duchesne qui obtient des terres, Poultier qui garde l'argent et la veuve Cordonnier les diamants qu'elle sait avoir vendus pour une somme bien inférieure à la valeur véritable. Elle va donc conserver ce trésor, mais c'est finalement un trésor qui pèse assez lourd et dont elle ne peut pas vraiment tirer profit. En plus de ça, elle est victime d'un chantage de la part de son frère qu'elle a mis dans la confidence et qui, pendant des années, va lui soutirer des milliers de francs sous peine de la dénoncer pour possession des diamants de la couronne. Intervient la Restauration et Louis XVIII monte sur le trône. La veuve Cordonnier y voit l'occasion de restituer ce trésor encombrant qu'elle cache depuis plus de 16 ans, peut-être pour soulager sa conscience, mais on peut aussi imaginer qu'elle espérait en obtenir une récompense. Le seul inconvénient, c'est qu'elle a vieilli et ses 74 ans l'empêchent de se rendre à Paris. Elle va donc confier les joyaux à un certain Delattre. C'est à la fois pour elle un homme de confiance, mais c'est aussi un créancier puisqu'elle lui doit de l'argent. L'homme s'empresse de les rapporter en son nom propre et sans dire d'où il les tient. On identifie parmi les pierres effectivement des diamants qui appartiennent à la couronne et qui sont évalués à 292 000 francs. Après négociation, Delattre obtient la Légion d'honneur et une pension de 6 000 francs. En revanche, il va faire le mort vis-à-vis de la veuve Cordonnier. Il élude toutes les questions qu'elle lui pose, et comme elle voit qu'il porte le ruban rouge de la Légion d'honneur, elle se dit que c'est le seul bénéfice qu'il en a tiré, et elle en reste là. Mais lui, en retour, en l'occurrence, il ne se prive pas de faire payer les intérêts de la somme qu'elle lui doit. Sauf que finalement, l'affaire de la pension royale finit par s'ébruiter, et à arriver jusqu'aux oreilles de la veuve Cordonnier. Et c'est seulement en 1820 que Delattre est obligé d'avouer la vérité. Il veut racheter le silence de la vieille femme en essuyant sa dette, mais elle s'y refuse, et elle envoie un mémoire au roi dans lequel elle dénonce Delattre. Elle rédige un pouvoir en faveur de sa nièce Madame Orville, et sur ces entrefaites, elle peut mourir tranquille quelque temps plus tard. S'ensuit alors une bataille judiciaire entre Madame Orville, qui veut avoir gain de cause pour sa tante, et le fameux Delattre qui, pour se défendre, réclame à Madame Orville le paiement de la dette de la veuve Cordonnier. On va quand même finir par douter de la bonne foi de Delattre et on va lui retirer sa pension et celle-ci est finalement divisée entre les héritiers de la vieille bijoutière qui donc, même après sa mort, aura quand même gain de cause. C'est aussi par ce genre d'anecdote que va passer la reconstitution partielle de la collection des diamants de la couronne
et il va quand même rester de ce vol un certain traumatisme. On va quand même continuer à les montrer au grand public, notamment lors des expositions universelles, mais ils vont être dès lors entourés d'un très grand luxe de précaution et de sécurité. C'est là qu'un autre événement va intervenir et d'une toute autre nature cette fois, et va venir à nouveau compromettre l'intégrité de ce trésor, c'est la Grande Vente de 1887. Au XIXe siècle, de façon générale, la France vit des heures politiques complexes. Lorsque Louis-Philippe monte sur le trône en 1830, il n'est plus roi de France, mais il est roi des Français. Et dans ce contexte, il va déjà refuser de faire usage des diamants de la couronne. Il veut donner une image de simplicité à son règne et se démarquer des monarques précédents. Après lui, Napoléon III et sa famille en auront l'usufruit sans modération. Ça marque bien effectivement le retour au pouvoir impérial. Et ça n'est qu'après la chute de Napoléon III en 1871 et avec l'instauration de la Troisième République qu'on commence à trouver ce trésor encombrant, puisqu'il est le symbole d'un pouvoir, d'une frivolité, de privilèges que cette fois-ci on est bien déterminé à abolir pour de bon. Très vite, dès 1871, on envisage la vente de ces joyaux et on envisage d'utiliser cet argent pour aider à reconstruire les villes endommagées par la guerre, avec notamment en fer de lance de cette démarche un député républicain radical du nom de Raspail. C'est le neveu de celui qui donnera son nom à la station de métro du même nom. Dès 1878, le principe de la vente est admis par tous les députés républicains, mais ça traîne car on est quand même encore dans une Assemblée nationale à tendance monarchiste. On parle encore de restaurer le pouvoir royal. Il faudra attendre 1879 et la démission du président MacMahon élu par les royalistes pour que la République se raffermisse et que l'on confirme le principe de la vente. Mais là encore, cette décision laisse place à de nouveaux débats entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce n'est pas tant la vente en elle-même qui pose problème, mais surtout l'usage qu'on va faire de l'argent recueilli. Pour certains comme Raspail, qui maintient sa position radicale, il faut tout vendre, se débarrasser de cette collection et fonder une caisse pour les invalides du travail. Pour d'autres républicains plus modérés, cette vente doit servir à aider les musées. On va couper la poire en deux et c'est comme ça qu'on va créer la Réunion des musées nationaux qui existe toujours et qu'on appelle encore communément aujourd'hui la RMN. Avec cette idée, existe aussi un principe d'éducation des Français et on décide donc de conserver une partie de ces joyaux pour le Muséum d'histoire naturelle et pour le Louvre. C'est effectivement ce qui va se passer avec notamment 8 joyaux qui seront attribués au Louvre et puis pour permettre la vente du reste, on va voter une loi d'aliénation des diamants de la couronne qui va oblitérer pour de bon ce caractère inaliénable dont on a vu qu'il avait déjà été bien entamé de toute façon. Depuis, la collection du Louvre s'est largement étoffée. Il faudra quand même attendre que la République soit bien incontestable pour qu'on décide à partir de 1951 de commencer à reconstituer cette collection, cette fois-ci dans un but purement patrimonial. Le Louvre est alors parvenu à de nombreuses acquisitions, parmi lesquelles en 1951 la plaque de l'ordre du Saint-Esprit de Louis XV, en 1976 un très beau diamant blanc qu'on appelle le Sancy, la couronne de génie en 88 et l'une des acquisitions les plus spectaculaires en 2008, le nœud de passementerie en diamant de l'impératrice qui comporte plus de 2438 brillants et 196 roses et qui en fait un objet d'un très grand raffinement. C'est ainsi qu'aujourd'hui le Louvre possède un ensemble absolument exceptionnel et c'est pour l'exposer comme il se doit que la galerie d'Apollon a été restaurée. L'ensemble de cette collection sera de nouveau visible au musée du Louvre qui rouvre ses portes après des mois de confinement ce lundi 6 juillet.